Et notre troisième invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et élu à 62% au premier tour. Ouais, il insiste, Alexis Corbière, l'un des députés les mieux élus en fait au premier tour, quoi. Hein, alors écoutez, comme les éléments de langage aujourd'hui, il faut toujours dire, et je ne supporte pas ça en toute humilité, j'ai fait 62,94% des voix au premier tour. Effectivement, monsieur Patrick Roger, c'est le score le plus intéressant. Mais il y avait cette fois-là, à Montreuil-Bagnolet aussi, Sophia Chikirou, Sarah Legrain, Daniel Obono élu au premier tour. Et puis voilà, il y en a 150 qui arrivent à l'Assemblée, plus de 70 qui sont de mes amis proches. C'est quand même assez impressionnant. Une Assemblée nationale complètement chamboulée. Vous avez donc 131, enfin la NUPS, 131 députés. Moi j'en compte 153 aujourd'hui avec des gens qui vont arriver, Dom-Tom, etc. Voilà, c'est ça. Enfin, je vais être honnête avec vous, la nuit a été courte, donc on va recompter. Mais moi j'en suis là sur des choses qu'on va voir, on va discuter avec des gens aussi. 90, 89 très précisément pour le Rassemblement national. Est-ce que ça veut dire aussi que le fameux Front républicain n'a pas fonctionné et a permis, à vous d'un côté, parce qu'il y en a qui a appelé à faire barrage contre vous, et puis contre le Rassemblement national, ça ne marche plus, il n'y a plus d'écho auprès de la population française? Indiscutablement, je confesse que la surprise de voir les députés aussi importants rentrer à l'Assemblée nationale, et dans 61 duels, nous avons compté entre des NUPS et des Rassemblements national. 57 fois, le candidat En Marche, macroniste, n'appelait pas à prendre position. Donc manifestement, alors que M. Macron avait, face au second temps, Mme Le Pen, fait des œillades vis-à-vis de notre électorat, trouvé que c'était parfois certaines scènes pas assez claires quand nous disions pas une voix pour le FN, eux se sont pas gênés et ont fait le jeu. Je veux dire, c'est eux les promoteurs de cette élection, c'est-à-dire en nous diabolisant, en considérant qu'on valait pas mieux que le Rassemblement national, renvoyant dos à dos les thèmes que porte Mme Le Pen avec les valeurs que nous défendons. Moi, je considère que ce ne sont pas les mêmes. La caricature étant M. Blanquer, qui a quasiment considéré que nous étions pires que le Rassemblement national, peu ou prou, c'est ce qu'il a dit, et ça produit ça. Bon, donc c'est une autre époque politique, dont acte. Moi, vous savez, malgré toute l'opposition que j'ai avec le FN ou le RN, je trouvais toujours quand même bizarre qu'un parti au second tour n'ait que 8 députés à l'Assemblée nationale. On a peut-être une Assemblée nationale qui va être le miroir un peu plus juste de ce qu'est la France, et de ses contradictions, et de ses richesses, et de ses confrontations, et on va voir. Oui, c'est ça. Donc, mais surtout, l'événement politique, c'est que Macron, revenons à ce qui me semble être surplombant, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président qui vient d'être élu se retrouve avec ses partisans minoritaires à l'Assemblée nationale. C'est une défaite cinglante. Alors, il n'est pas minoritaire, il est majoritaire. Minoritaire. Mais il n'a pas la majorité absolue. Alors moi, en français, quand on n'a pas la majorité, on est minoritaire. Absolu. Mais il est devant. Il faut qu'il aille chercher. Vous dites, non, mais pour que ce soit clair et compris, je suis moi-même peut-être un peu embrouillé, mais de ce que j'ai compris, il faudrait il bâtisse une alliance avec LR, la droite, ce qui, au vu de ce que j'ai entendu ces derniers jours, est loin d'être fait. D'accord? Et même les députés de LR, de la droite, se sont souvent fait élire dans une opposition frontale avec Emmanuel Macron. Donc l'affaire est compliquée. Donc il y a quelque chose qui est la première force d'opposition, c'est la NUPES, à 153, moi je le compte à 153 si j'ajoute. Parce que vous ajoutez les Dom-Tom, etc. Parce que sinon c'est 131, quoi. Non, de ceux qui potentiellement, mais là aussi je vais être honnête avec vous, on va voir ça dans les 48 heures, mais de ceux qui potentiellement peuvent venir siéger avec nous, parce que c'est important de choisir un groupe pour pouvoir s'exprimer à l'Assemblée nationale, de ceux qui potentiellement peuvent venir siéger avec nous, nous pouvons être 153 d'après nos calculs. Est-ce que vous pourriez, l'un des ténors de la Macronie, Gilles Legendre, qui était chez nous, notre invité ce matin, disait il faut maintenant une grande coalition. Il faut qu'Emmanuel Macron recrée en fait des nouvelles bases et une grande coalition. Est-ce que vous pourriez, d'une manière ou d'une autre, participer à cette grande coalition pour mener le pays? Évidemment non. Non? Non, évidemment. Vous êtes dans une opposition systématique. Non, pas du tout, mais moi j'attendais. Le Rassemblement national dit que non, mais ça c'est opposition constructive. Moi je vais être extrêmement franc. La Macronie s'est fait connaître sur quoi dernièrement? La retraite à 65 ans. Je suis radicalement, fondamentalement, viscéralement opposé à ça. Je veux dire, je me déshonorerais si je participais à une coalition gouvernementale dont le but est de faire ça en place, et j'espère que les électeurs me chasseraient immédiatement. D'accord? Donc je ne lâcherai jamais là-dessus. Je suis profondément du côté des salariés, pas 65 des ans, mais alors populaires. Non, mais parce qu'aujourd'hui, pardon, le macronisme, c'est quoi? Si ce n'est baisser les allocations chômage pour ceux qui étaient au chômage, c'est ce qu'ils ont fait précédemment. C'est affaiblir les services publics, c'est ne pas bloquer les prix des produits de première nécessité, etc. Je veux dire, mais qu'est-ce que vous seriez prêt à voter
passer avec la majorité d'Emmanuel Macron? Oh, j'en sais rien. Je veux dire, nous allons proposer, c'est ça qui est intéressant, nous allons être nombreux pour proposer des textes qui améliorent la vie des gens, qui organisent, comment dirais-je, une autre répartition des richesses qui permet enfin que les milieux populaires et les catégories moyennes ne soient pas matraquées telles qu'elles le sont, qui crée enfin les conditions que nos services publics, ces outils indispensables pour que la notion d'égalité existe vraiment. Il y a de l'argent dans les services publics globalement. Oui, bien sûr, mais il y en a pas assez. Bien réparti. Ah non, on a fermé des lits. Vous savez, moi je suis élu de Seine-Saint-Denis, vous l'évoquez. Je me bats encore, c'est honteux, pour que des professeurs soient remplacés qui sont absents depuis la rentrée dans des collèges de Seine-Saint-Denis. C'est ça la réalité. Et je pourrais citer le fait que je réclame un commissariat de plein exercice chez moi. Vous voyez, il n'y a même pas des policiers, etc. Donc tout ça, je veux dire, soyons très concrets. Le projet d'Emmanuel Macron, qui est un projet en plus, nous en avons fait argument durant la campagne, qui vise à faire aujourd'hui 80 milliards d'économies de dépenses publiques, c'est l'engagement qu'a pris M. Macron devant la Commission européenne, est radicalement incompatible avec le nôtre. Alors désormais, on va voir quel est le centre de gravité de cette Assemblée nationale. Nous sommes le premier groupe d'opposition et je vois là un gouvernement... Le premier groupe en tant que tel, c'est avec le bloc, là, vous parlez avec la NUPS, parce que le premier parti, c'est le Rassemblement national, avec 89 députés. Nous avons été élus... On va pas chipoter, mais c'est vrai. C'est pas du chipotage, c'est de la question où on en est de... Comment dirais-je, d'affichage et d'affirmation politique. Nous avons été élus avec les candidats et les nouveaux députés de la NUPES sur un programme cohérent de 640 propositions. Donc nous sommes cohérents. Je forme le vœu, et c'est une annonce que je fais aussi à ce micro, à ce que, avec mes amis qui composaient cette NUPES, nous créons les conditions d'être cohérents encore dans l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi pour ceux qui suivent? Je suis technique, mais qu'on maintienne un intergroupe, je dis bien intergroupe, c'est-à-dire que il est sans doute difficile pour certains de mes amis d'imaginer qu'on soit dans un seul et même groupe, mais on peut faire un intergroupe qui fait que, notamment sur ce que vous évoquiez, cher Patrick Roger, c'est-à-dire qu'à partir où on est le premier groupe d'opposition, il y a certaines fonctions qui existent au sein de l'Assemblée nationale que nous devons occuper. Je pense à la présidence de la commission des finances. Alors ça, vous la revendiquez, la commission des finances? C'est-à-dire la revendiquer. C'est un usage qui a été mis en place par M. Sarkozy, qui pour le coup n'était pas inintéressant d'un point de vue démocratique. Il avait dit quand on est une majorité, on confie au premier groupe d'opposition la commission des finances. Pourquoi ne nous reviendrait-elle pas? Selon quel argument? Et serions-nous Vous avez quelqu'un déjà à présenter, vous? On en a plein, on a plein de talents. Mais qui? Non, mais c'est pas le sujet. Non, parce que précisément... Valérie Rabault? Ah bah non, pardon, elle est socialiste. Ah oui, non, c'est pas. C'est que, écoutez, vous avez, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va falloir qu'on discute, là, dans les 48 heures qui viennent, avec nos amis, pour voir comment on fait. Nos amis, c'est toutes les composantes de la NUPES, pour faire en sorte qu'on soit pas suffisamment idiots, pour que le Rassemblement national récupère cette présidence de la Commission des finances. Donc il faut qu'on discute. À partir du moment où vous discutez, je peux pas vous dire, avant même la discussion, voilà, peut-être qu'il va falloir faire émerger telle ou telle solution entre nous. Ça, c'est bien, d'ailleurs, c'est démocratique. Et concernant le gouvernement, est-ce que Elisabeth Borne peut rester à Matignon? Moi, je pense qu'elle est totalement discréditée. Je veux dire, Madame Borne a été envoyée, pardon l'expression un peu triviale, au carton dans les pires conditions. Je crois que je ne veux pas parler comme un candidat LREM, mais elle n'a pas été vraiment la chef de guerre de cette bataille. Moi, j'ai vu sur les affiches, son nom n'était jamais revendiqué par aucun candidat. Là aussi, elle n'a pas imprimé vraiment dans cette campagne. Je crois qu'elle a aucune autorité. Vous son départ ou pas? Moi, je crois qu'elle doit partir. Oui, franchement. Je veux dire, de toute manière, au-delà de sa personne, je ne la vois pas se présenter devant l'Assemblée nationale et faire un discours de politique générale et obtenir un vote de confiance majoritaire. Donc, de toute manière, son sort est scellé. Après, là où je suis d'accord avec vous, c'est que c'est pas une question de personne. C'est que quand même, Madame Borne, ça me semble évident qu'elle ne fait plus, elle n'a plus l'autorité. Je vois pas qui pourrait la remplacer à ce stade et arriver à faire ce miracle de trouver une majorité, mais on va voir tout ça. Alors une majorité justement, et pour certains ça semble ingouvernable à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette Assemblée, elle pourra tenir 5 ans? Mais c'est l'état du pays, soyons pas déjà dans la manœuvre macronienne qui consiste à dire, non mais parce que au-delà de la question que vous me posez, j'ai bien entendu que certains stratèges disent il faut dissoudre bientôt. Oui, c'est C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils voudraient bien dissoudre le peuple et arriver à une situation où la seule chose qui les intéresse, c'est comment Emmanuel Macron arrive à avoir une majorité. Mais qu'est-ce que nous dit cette Assemblée nationale? Finalement, elle nous révèle quelque chose qui était déjà dans l'élection présidentielle. Il y a 3 blocs. Peu ou prou de taille équivalente, entre 19 et 25%, on va dire. Et on a un président de la République qui est en fait minoritaire dans le pays. Alors qui a été élu grâce au jeu de la 5e République, projeté au second tour face à Madame Le Pen. Il restait majoritaire quand même par rapport à ça. Non, mais il s'avère que beaucoup de Français
ne veulent pas de Madame Le Pen, ne partagent pas les projets de Monsieur Macron, mais ont quand même voté pour lui, ou ont laissé passer sa victoire parce qu'ils ne voulaient pas de Madame Le Pen. Dont acte. Mais un esprit lucide, s'il n'était pas enivré par un peu la Ve République, aurait dû comprendre que là, il y a un problème fondamental. Et que même s'il est réélu, il n'est pas majoritaire dans ce pays. Il est légitime quand même. Mais bien, il est président de la République, évidemment. Ce que je suis en train de dire, ça n'est pas à l'image de Donald Trump, tous allons vers le Capitole pour chasser. C'est pas ça. Mais dans ce que je parle, c'est quand on fait de la politique, nous sommes un grand et vieux pays, de gens intelligents et éduqués, qui ont la passion de la politique. Quand vous êtes minoritaire, ce que j'appelle minoritaire, c'est que vous obtenez 25% des voix au premier tour, que vous êtes élu dans les conditions que je viens de décrire. Si vous arrivez devant le peuple en disant, vous savez quoi, je vais vous faire travailler jusqu'à 65 ans, pardon, alors que toutes les études le démontrent, il n'y a pas de majorité là-dessus. Mais donc vous êtes prêt à transiger à 62 ans, par exemple? Absolument pas. Ou Moi, je suis pour la retraite à 60 ans, 40 annuités. On est usé après toutes ces années de travail. Est-ce que vous savez que 25% des ouvriers... Si on commence à travailler à 25-26 ans, 40 annuités toujours aussi, donc ça veut dire qu'on partira à 65-66 ans? Il faut 40 annuités, mais à l'heure actuelle c'est pire. Mais à partir du moment, alors attendez, on reprend. À partir du moment où vous supprimez la décote, aujourd'hui vous avez 2 pénalités. On est passé sur le sujet des retraites. Quand vous n'avez pas la totalité de vos trimestres, mais que vous voulez partir avant parce que vous êtes fatigué pour plein de raisons, vous subissez 2 pénalités. À la fois parce que peut-être que vous avez que 38 ans au lieu de 40, donc 2 ans. Et en plus, vous avez une décote qui vous fait très terriblement mal sur vos pensions, 1, je sais plus combien, 25 points par année manquante. Bref, donc vous avez des gens qui se retrouvent avec une double diminution des pensions. Nous, ce que nous disons, évidemment, si vous travaillez... Alexis Corbière, vous discutez avec les gens sur les marchés, ils vous disent que en fait, il faut davantage en fait à la carte. Il y a des gens qui doivent partir à 60, 61 ans, 62 ans, mais il y en a d'autres qui peuvent travailler jusqu'à 66, 67 ans. Non mais le déclenchement... Alexis Corbière, attendez, franchement, mais je vais vous répondre vrai. Je vais répondre cash, parce que ce dont je parle, c'est de la possibilité de partir en retraite. C'est pas une obligation. Évidemment, vous avez des gens. Vous, Patrick Roger, vous êtes pétardant et en pleine forme. Jusqu'à 90 ans, on vous retrouve au micro. Et encore, on vous trouvera encore juvénile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous et moi, nous savons très bien que l'ouvrier sur les chantiers. Je rappelle chaque année qu'il y a 535 personnes qui meurent sur des chantiers. Qu'il y en a encore 3 ouvriers qui sont morts il y a pas longtemps sur la construction d'un métro. Donc, ne perdons pas de vue qu'aujourd'hui, 25% des ouvriers à 62 ans sont déjà morts. C'est incroyable. Et à partir de 62 ans, une personne sur 2 est soit en invalidité, soit au chômage. Le travail, ça use. Alors, il y a des métiers intellectuels, évidemment, peut-être qu'ils ne le ressentent pas comme tel. Encore que, moi, je suis prof de lycée professionnel. Laissez-moi vous dire que, comme prof de lycée pro, quand vous avez une classe à 60 piges, au bout d'un moment, vous êtes aussi fatigué, même si c'est un métier intellectuel. Donc, tout ça, ce dont je parle, c'est de la possibilité de pouvoir tranquillement profiter de ce moment particulier de la vie qu'est la retraite. Et si on repousse l'âge, c'est-à-dire 65 ans, chaque fois vous vous retrouvez avec des gens qui partiront avec des petites retraites, vous amenez à une situation où, notamment dans les ouvriers employés, les gens ne profitent même plus de leur retraite, bon sang. Bon, donc, vous voyez, opposition à Macron. Opposition à Macron, mais on verra sur certains textes, il y a peut-être possibilité quand même de discuter. S'il veut mettre le SMIC à 1500 €, je vote pour. Oui, non, mais il y aura peut-être des initiatives en fait de gauche, quoi. Donc, il y a peut-être même des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre, disait Jean Gabin dans un film célèbre. En attendant, Jean-Luc Mélenchon a perdu son pari. Élisez-moi. Non, il ne sera pas Premier ministre. Il a gagné son pari, qui était celui d'envoyer le plus grand nombre de députés sans cette stratégie. Vous revenez un petit peu en arrière, parce qu'il avait dit Premier ministre, c'est possible. Oui, c'était l'objectif qui était fixé. Mais je vais vous dire une chose, sans cette stratégie intelligente, pertinente, de rassemblement, nous aurions aujourd'hui, sans aucun doute, même pas la moitié des députés que nous avons, et beaucoup d'autres forces politiques devraient nous dire merci, car je pense que si nous n'avions pas fait ça, il n'y aurait aucun communiste à l'Assemblée, aucun écologiste à l'Assemblée, et aucun socialiste. Aujourd'hui, tout le monde se retrouve à l'Assemblée, donc je pense qu'il faut remercier Jean-Luc Mélenchon qui a incarné cette stratégie. Après, vous savez, Jean-Luc Mélenchon n'est que le maillon d'une longue chaîne d'un combat. Il en a été la figure la plus emblématique. Qui n'ont pas l'habitude en fait de la politique, et c'est normal. Comme Rachel Keke, par exemple. Magnifique personnage. J'espère que vous l'inviterez. Bien sûr. Évidemment, vous allez aussi les aider en fait ces personnes. Il faut les aider. Là, je l'ai encore vu tout à l'heure. J'étais notre radio, je l'ai embrassé. Je veux dire, Rachel Keke. Vous allez les coacher. Non, mais que les choses soient claires, vous savez, la politique ne doit pas être réservée à une élite, de ceux qui ont fait des études, de ceux qui ont un certain background intellectuel. Même si Rachel ou d'autres amis n'auront pas dans un premier temps les codes. Je veux dire, c'est beau quand une Assemblée nationale, il y a un chauffeur de taxi, mon ami Sébastien Delogu, qui vient d'être élu à Marseille. Sébastien, je l'ai connu, il était le boulanger, camarade, lui il est battu. Mais je veux dire, Sébastien qui était chauffeur de taxi il y a encore peu de temps, par ailleurs en galère, il vient d'être élu député. J'ai envie de l'embrasser parce que c'est magnifique. Et à travers lui, je pense à tous ces chauffeurs de taxi. Rachel Keke,
femmes de ménage qui vient d'être élue. Alors bien sûr que peut-être que ça va être, comment dirais-je, un peu différent du caractère extrêmement parfois un peu élitiste que pouvaient avoir les gens qui avaient droit de devenir députés. Et même moi, vous savez, mes parents n'ont pas le bac. Mon père était un petit employé, ma mère ne travaillait pas. Le fait d'être aujourd'hui député, nous avons fait rentrer et à travers ces gens, il faut que le peuple rentre à l'Assemblée nationale. C'est ça qu'on veut symboliser. Et je trouve que c'est des beaux visages, des belles personnes. Après, il faudra les aider parce que l'Assemblée nationale, c'est impressionnant. C'est un exercice difficile. Évidemment, ces amis-là, on va pas les lâcher en leur disant nage tout seul. Il faudra leur apprendre les codes. Et peut-être aussi la petite équipe que nous étions députés ces 5 dernières années, on a appris des petites choses. Et transmettre le relais, c'est ça qui est intéressant, ce qu'a fait Mélenchon, comme à la course, transmet le relais. Moi j'ai compris ça, et c'est de faire ça, et puis fais gaffe, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Merci. On est une équipe. Merci Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, et qui avait été, qui avait été réélu dès le premier tour.